Voilà, je vais tout de suite céder la parole à Sylvain Bersinger, qui est là, pour notre introduction. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à parler d'économie, de conjoncture. Il y aurait énormément de choses à dire, bien sûr, parce qu'on est dans un contexte, vous le savez tous, mouvant. Vous avez parlé de crise au pluriel et je crois que c'est tout à fait adapté à l'économie. Donc je vais essayer de me focaliser sur les principaux indicateurs macroéconomiques. Et, malheureusement, il y aurait beaucoup d'autres indicateurs à décortiquer. Je vais me centrer principalement sur la France, mais en fait, ce que je vais dire sur la France, grosso modo, on pourrait plus ou moins le dire des autres pays occidentaux, donc du reste de l'Europe et des États-Unis. Donc voilà, vous pouvez à peu près calquer ce que je vais dire sur la France sur la plupart de nos voisins. Alors, quand on parle d'économie, voilà, évidemment, la variable essentielle, l'indicateur macroéconomique qu'on regarde le plus, et c'est normal, c'est le PIB, la croissance économique. La croissance, c'est la variation du PIB. Donc, regardons un peu notre croissance en France. Donc, j'ai mis le PIB depuis avant la crise sanitaire, avec un indice 100 au T4 2019, puisqu'évidemment, la crise sanitaire a été le gros choc de ces dernières années. Donc, le PIB que vous voyez en violet sur ce graphique, évidemment, on le sait tous, il s'est effondré pendant la crise sanitaire, mais là je refais un petit peu d'histoire pour replacer dans le contexte, il a très fortement rebondi, beaucoup plus rapidement d'ailleurs que ce qu'on aurait pu le penser, pu l'attendre, et en France, le rebond a été plutôt dynamique, on a plutôt rebondi un peu plus vite que le Royaume-Uni, que l'Allemagne, plutôt un peu moins vite, c'est vrai, que les États-Unis, mais voilà, globalement on est sorti assez rapidement de cette crise, au vu de sa violence, donc dès la fin 2021, et sur les derniers trimestres, ce qu'on voit, c'est un PIB qui croît très modérément. Et cette croissance très faible, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque si on se replace il y a 6 mois, on va dire automne 2022, tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens, attendaient la récession. Beaucoup de gens se disaient, voilà, est-ce que l'hiver, fin 2022, début 2023, on va pas avoir une chute de l'activité? Est-ce qu'on va avoir des coupures d'électricité? Est-ce qu'on va avoir assez de gaz pour passer l'hiver? Et en fait, au vu de ce qu'on aurait pu craindre, la conjoncture de ces derniers trimestres a été plutôt pas mal. Alors dans l'absolu, évidemment, on est dans un contexte difficile, mais au vu des prévisions assez alarmistes d'il y a 6 ou 8 mois, ou 9 mois, enfin... été 2022, automne 2022, voilà, 0,2% de croissance au premier trimestre 2023. Au vu du choc qu'on a subi, c'est plutôt une résilience de l'économie française. Je ne vais pas vous détailler tous les indicateurs du PIB. Il y en a un qui me semble intéressant, que j'ai mis sur ce graphique, c'est l'investissement des entreprises, parce qu'on voit qu'il a rebondi vraiment fortement et qu'il a été beaucoup plus dynamique que l'ensemble de la croissance. Et ça me semble être un indicateur intéressant et optimiste, voilà, qui nous incite à l'optimisme, puisque généralement, quand une entreprise investit, c'est qu'elle perçoit une demande du chiffre d'affaires à venir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Et j'aime bien un peu souligner les bonnes nouvelles, parce que quand on allume la télé, on vous parle toujours de ce qui ne va pas. Quand il y a quelque chose qui va bien, on arrête d'en parler pour ne parler que de ce qui ne va pas. Et il y a quand même dans l'économie française des variables qui évoluent positivement. L'investissement des entreprises en est une. Alors pourquoi il a été dynamique ? Je pense que d'une part, c'est que la demande est restée, malgré tout, malgré le choc inflationniste, la demande au sens large, pas que des ménages, est restée quand même assez soutenue. Il peut y avoir aussi des prévisions plus optimistes qu'on ne pourrait le croire des entreprises. Et il y a aussi eu un choc d'offres, c'est-à-dire que les entreprises dans leur activité peuvent être contraintes par la demande, c'est-à-dire elles n'ont pas assez de clients, ce qui fait qu'elles ne produisent ou n'investissent pas plus. Elles peuvent aussi être contraintes par l'offre, c'est-à-dire elles ont des difficultés à produire plus. Et ce qu'on voit bien dans les indicateurs INSEE, c'est que depuis 2 ans à peu près, ce qui contraint les entreprises, c'est l'offre. C'est-à-dire les entreprises, si je caricature, elles disent on a de la demande, on a des clients, mais on a eu du mal à produire, on a eu du mal à recruter des salariés qualifiés, on a eu du mal à s'approvisionner, il y a eu des retards dans les livraisons, des hausses de coûts des intrants, etc. Et donc voilà, cette hausse de l'investissement, elle
traduit aussi ça, elle traduit aussi le fait que, vu que beaucoup d'entreprises ont des contraintes d'offres, elles essaient d'investir plus pour alléger ces contraintes d'offres. Et ça veut dire que le tissu productif français, pas que l'industrie, là c'est l'investissement de toutes les entreprises, on peut espérer que dans les années à venir, il soit plus étoffé. Et donc ça, c'est une évolution totalement optimiste, positive en tout cas pour l'économie française. Je vais passer un peu en revue les principaux indicateurs. Il y en a un qui me semble très intéressant, c'est le marché du travail. Et ça a vraiment été une des bonnes nouvelles de ces dernières années et des évolutions nettement meilleures que ce qu'on aurait pu anticiper. Je dois dire que même moi, les prévisions que j'ai pu faire il y a 2 ans étaient plus négatives sur le marché du travail. Donc j'ai mis deux courbes, l'emploi salarié privé, la courbe grise qui se lit sur l'axe de gauche. On n'a jamais eu autant d'emplois privés en France. Et le taux d'emploi en France n'a jamais été aussi élevé depuis que l'INSEE le mesure. Donc tous les discours qu'on peut entendre sur les gens ne veulent plus travailler, moi je suis assez dubitatif, puisque voilà, il n'y a jamais eu autant d'emplois privés, il n'y a jamais eu en proportion autant de Français qui sont en emploi. Et le taux de chômage, alors il ne faut pas trop regarder la variation pendant la crise sanitaire, parce qu'il y a eu des yo-yo du fait que Pôle emploi a été fermé pendant les confinements, etc. Mais la tendance, elle est clairement baissière. On est à un peu plus de 7% de taux de chômage. On est sur des plus bas historiques. C'est les plus bas qu'on n'avait pas vus depuis, alors soit juste avant la crise des subprimes, soit le début des années 80. Donc on est vraiment sur un marché du travail très dynamique en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement optimiste. Pendant la crise sanitaire, on était à se dire, mais c'est catastrophique. Les jeunes, ils sont confinés, ils ne peuvent pas faire leurs études convenablement. Ils vont arriver sur le marché du travail dans une économie en lambeaux et ils vont être au chômage. Et en fait, voilà, cette prévision qui était un petit peu la mienne aussi, je dois dire, eh bien en fait, ce n'est pas le cas. Depuis 20 ans, il n'a jamais été aussi... ça n'a jamais été le meilleur moment qu'aujourd'hui d'arriver sur le marché du travail pour un jeune. Et ça, c'est vraiment une évolution extrêmement positive. Et quand je disais qu'on regarde toujours les mauvaises nouvelles et qu'on oublie les bonnes, aujourd'hui tout le monde vous parle d'inflation, et je vais en parler dans un moment, et plus personne vous parle du chômage. Et il y a 5 ans, quand il y avait beaucoup de chômage et pas d'inflation, tout le monde parlait du chômage et personne parlait de l'inflation. Donc voilà, j'aime bien aussi remettre un petit peu les choses d'aplomb. Donc voilà, ces deux courbes évoluent en ciseaux, ce qui est normal, quand le nombre d'emplois augmente, le taux de chômage baisse. Donc un marché du travail dynamique, et je vais quand même tempérer mon enthousiasme, parce que ces fortes créations d'emplois, elles peuvent peut-être, là c'est un débat qui est encore ouvert parmi les économistes, elles sont peut-être un peu une victoire à la Pyrrhus. Qu'est-ce que j'entends par là? Beaucoup de création d'emplois, ça veut dire qu'il y a de la demande, les entreprises investissent, c'est en lien avec ce que j'ai montré juste avant. Il y a une évolution peut-être un peu plus négative, il faudra voir comment elle évolue. C'est que la productivité du travail a baissé depuis 2 ans. Vous en avez peut-être entendu parler. Traditionnellement, sur le long terme, la productivité du travail augmente. C'est-à-dire qu'un même travailleur, parce qu'il a plus de technologie notamment, parce qu'on améliore l'organisation des entreprises, est plus productif au fil du temps. Et depuis 2 ans, on voit l'inverse. On voit une baisse assez nette de la productivité du travail, qui n'est pas totalement expliquée. C'est-à-dire que les économistes sont encore en train un petit peu de se gratter la tête pour l'expliquer. Les principales explications qu'on en a, c'est que, en fait, c'est sur le niveau moyen d'expérience. Il y a eu une hausse de l'apprentissage assez forte, qui à mon avis est une très bonne chose. Et il y a eu une hausse pendant le Covid des démissions. C'est pas que les gens... En fait, quand il y a une hausse des démissions, on a entendu le discours « les gens ne veulent plus travailler ». Ce qui n'est pas le cas. Les gens démissionnaient d'un emploi pour aller travailler ailleurs. Mais tout ça fait que le niveau d'expérience moyen a plutôt baissé. Donc il y a plus de jeunes, d'apprentis. Il y a plus de gens qui ont moins d'expérience dans l'entreprise parce qu'ils ont changé de travail. Donc vu que le niveau d'expérience moyen a un petit peu baissé, la productivité moyenne des gens baisse aussi, parce qu'évidemment un apprenti en moyenne est moins productif que quelqu'un qui a 20 ans de métier dans une entreprise. Donc voilà, on a cette évolution sur la productivité qui explique pour partie les bons chiffres de l'emploi, parce que si les gens sont moins productifs, il faut aussi en employer plus. Mais si cette baisse de la productivité devenait durable, à mon avis c'est pas le cas, mais je peux tout à fait me tromper là-dessus, ça poserait un problème, puisque à long terme les salaires évoluent comme la productivité. Donc voilà, un marché du travail avec des bons chiffres, mais quand même un petit bémol et un point de vigilance sur la question de la productivité. Ça marche pas. Ah si. Alors,
le grand thème du moment, et bien sûr je vais en parler, c'est l'inflation. Donc si on revient un petit peu dans le passé, ces 20 dernières années, la question que se posaient tous les économistes, c'est mais où est passée l'inflation 20 dernières années, j'exagère un peu, allez, 10 dernières années. On avait une inflation très faible, des banques centrales qui menaient des politiques monétaires qu'on appelait non conventionnelles, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour essayer de maintenir l'inflation, pour pas qu'il y ait de déflation, puisque la baisse généralisée des prix, c'est un contexte à éviter absolument en économie. Et donc on se demandait où est passée l'inflation. Bon, ben, maintenant on sait, elle est revenue brutalement. Alors pourquoi l'inflation est revenue brutalement? Pour faire simple, je dirais qu'il y a eu deux chocs inflationnistes. Le premier choc inflationniste, ça a été un choc en sortie de crise Covid. L'économie de la France, mais de tous les pays du monde, a rebondi plus rapidement qu'on ne l'avait anticipé, que beaucoup d'entreprises l'avaient anticipé, ce qui a fait une demande très forte. Et surtout, elle a rebondi de manière, elle a rebondi très fortement sur les biens, c'est-à-dire la demande de biens a augmenté très fortement. Typiquement, les gens qui ont été confinés ont voulu acheter un ordinateur, ont voulu acheter des chaises de jardin, ont voulu racheter un canapé, etc. Donc il y a une très forte demande de biens. De toute façon, la demande de services était limitée, puisque beaucoup de gens étaient encore confinés, les restaurants ou autres étaient pour partie fermés dans telle ou telle partie du monde. Et donc, en sortie de crise Covid, le monde entier s'est mis à acheter beaucoup de biens. Et les chaînes de production n'étaient pas suffisantes pour faire face à cette demande. Et donc, ça a été une envolée du prix du fret maritime, des délais de livraison qui augmentaient, une envolée du prix du bois, par exemple, et une hausse aussi qui a commencé dès 2021 du prix des matières premières, gaz, pétrole, etc. Donc ça a été, je dirais, le premier choc inflationniste jusque février 2022. Et évidemment, en février 2022, il y a eu la guerre en Ukraine, qui a été un deuxième choc inflationniste et qui a été typiquement un choc gazier, si je simplifie. Le choc inflationniste des années 70, c'était un choc pétrolier, deux chocs pétroliers successifs, donc liés là aussi à des contextes géopolitiques, qui fait qu'il y avait moins d'approvisionnement de pétrole et que le prix s'est envolé. Là, on a eu à peu près la même chose sur le gaz, donc avec des approvisionnements de gaz russe qui ont baissé fortement, et le prix du gaz qui s'est envolé, qui a été multiplié par plus de 10 à peu près entre début 2021 et l'été 2022, qui a entraîné dans son sillage le prix de l'électricité. Bon, je ne reviens pas sur tous ces détails. Donc pourquoi en fait il y a eu tant d'inflation, l'inflation la plus haute en France et en Europe depuis 40 ans, c'est qu'en fait il y a eu deux chocs. Donc des fois, dans les médias, on entend ce débat, est-ce que c'est la guerre en Ukraine? Non, parce que c'était déjà avant. Je pense que c'est les deux. En fait, c'est deux chocs inflationnistes successifs qui font que les prix ont augmenté d'une telle manière. Donc si on regarde un petit peu les chiffres, on a atteint ce qui, je pense, est un pic à 6,3% d'inflation en février 2022. Donc c'est la courbe violette qui se lit sur l'axe de gauche. Donc là, la courbe violette, c'est l'inflation mensuelle, mensuelle en glissement annuel, c'est-à-dire 6,3% d'inflation en février, j'ai dit février 2022, c'est février 2023, c'est l'indice des prix à la consommation de février 2023 par rapport à l'indice des prix de février de l'année d'avant, donc de 2022. C'est le chiffre en glissement annuel, c'est le chiffre habituel que communique l'INSEE. Alors, cette inflation, je pense qu'elle a atteint un plateau, un sommet en février, et ma prévision, si je me mouille un petit peu, c'est qu'elle va avoir une tendance baissière, alors lente au printemps, et qui va commencer à être plus sensiblement baissière pendant l'été et à l'automne de cette année. Alors, ce qu'il faut bien voir quand on regarde l'inflation, il ne faut pas trop regarder les variations mensuelles, les petites dents de scie qu'on a d'un mois sur l'autre, parce qu'elles dépendent beaucoup des mesures qui ont été prises l'année d'avant. Par exemple, le bouclier tarifaire qui a été relevé en France en janvier-février, évidemment, ça crée une variation de l'inflation à ce moment-là. Sur avril, par exemple, l'inflation a légèrement repris, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en avril dernier, il y avait eu l'instauration de la prime de 15 centimes, ce qui fait que quand on regarde en fait les variations mensuelles, selon qu'à tel ou tel moment de l'année, telle ou telle mesure avait été prise, en fait, ça parasite un petit peu les chiffres. Donc ce qu'il faut regarder dans cette courbe, c'est vraiment la tendance et pas forcément les variations d'un mois sur l'autre qui en fait ont pas mal de bruit en fait dans les chiffres. Donc je pense que l'inflation a atteint le sommet et qu'on va vers une décrue.
Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, beaucoup de tensions qu'on a vues et qui ont expliqué cette flambée d'inflation sont en train de se détendre, voire se sont déjà détendues. Alors j'ai mis une seule courbe, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Là, c'est les prix de production de l'industrie, donc qui se lisent sur l'échelle de droite. Donc les prix de production, c'est les prix sortis d'usine. Donc en moyenne, quelle est la variation des prix à la sortie des usines françaises. Donc on voit qu'ils avaient très fortement augmenté. Hein, l'inflation à la sortie d'usine avait atteint près de 30% l'an dernier. On est sur une inflation qui est clairement en train de diminuer. Alors il y a encore de l'inflation hein, par rapport à l'an dernier, mais on est clairement sur une courbe baissière. Si vous regardez l'ensemble des autres courbes que j'aurais pu mettre, elles sont à peu près toutes, elles ont toutes fait cette cloche. Si vous prenez les prix, on parle beaucoup de l'inflation alimentaire, si vous prenez les prix sortis de ferme, les prix sortis d'usines agroalimentaires, c'est pareil, on a eu un très gros choc en 2022, et là on voit clairement les courbes qui sont en train de se retourner. Si vous prenez le prix du gaz, il était à peu près à 20 € le mégawattheure, on va dire tendanciellement ces dernières années, avant la crise sanitaire. Il est monté à plus de 300 € le mégawattheure, donc plus de x10 à l'été 2022, et là il est retombé à 30 € le mégawattheure. Donc en gros, il est revenu à peu près, à peine, mais pratiquement à ces niveaux d'avant-crise. Le prix du fret maritime, pareil, il s'était envolé littéralement en 2021-2022, et là il est grosso modo revenu à ces niveaux d'avant-crise. Le bois à peu près pareil, le pétrole c'est un peu moins vrai, il avait un peu moins monté, il a un petit peu rebaissé, mais enfin voilà, tout ce choc inflationniste qu'on a vu en 2021-2022, la quasi-totalité des variables pointe une inflation qui va diminuer. Alors, ça ne se fait pas instantanément. C'est un petit peu la frustration des fois qu'ont les gens quand vous regardez les journaux, quand on demande leur avis aux gens, ils disent « Ah bah oui, le prix du gaz a baissé, mais moi, dans mon supermarché, il y a toujours de l'inflation, les prix sont toujours élevés. » Parce qu'il y a un décalage, en fait, hein, qui est assez logique. Il y a eu un décalage quand il y a eu le choc inflationniste à partir de 2021, et il y aura un décalage à la baisse aussi, parce que entre le moment où le prix du gaz augmente, où il se répercute dans les coûts de production de l'usine, sachant que beaucoup d'industries ou d'entreprises ont des prix d'achat qui peuvent être négociés sur plusieurs trimestres ou à plus ou moins long terme, et après que ce prix se répercute jusque dans le supermarché sur l'ensemble de la chaîne, il y a entre 6 mois et 1 an à peu près. Donc d'ailleurs on le voit hein, dans cette courbe-là, les prix de production de l'industrie ont commencé à augmenter avant l'ensemble de l'inflation. Et donc, en 2021, quand le prix du gaz, du transport maritime et autres a commencé à flamber, l'inflation n'a pas réagi tout de suite. Il y a eu à peu près 9 mois avant qu'il y ait une réaction, et à la baisse, ce sera pareil. Donc, c'est normal, je trouve, que l'inflation actuellement reste élevée, puisque ce retournement des prix, il a eu lieu automne 2022, hiver, voilà, début d'année 2023. Donc il va vraiment commencer à se faire sentir, je pense, à partir, on va dire, de cet automne, grosso modo. C'est très dur d'être précis au mois près, mais à mon avis, la tendance de fond, elle est clairement à une réduction de l'inflation. Alors qui ne sera pas immédiate, hein, parce qu'il y a certains prix qui ont augmenté, par exemple le SMIC a augmenté, le SMIC est indexé sur l'inflation, donc c'est un coût qui a augmenté pour les entreprises. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les prix reviennent exactement ce qu'ils étaient en 2019. Hein, ça, il faut pas, voilà. Et c'est tout à fait logique que l'ensemble des prix ne reviennent pas au niveau de 2019, mais l'inflation, c'est-à-dire la variation des prix, je pense, va se calmer et le scénario central, un soft shock voilà, nouveau qu'on peut avoir, on va en parler dans un moment, je pense qu'en 2024, l'inflation va revenir à des niveaux de 3% grosso modo, hein, des niveaux beaucoup plus acceptables. Alors, dans les quelques minutes qui me restent avant de prendre vos questions, je vais me risquer, alors c'est un exercice qui est toujours très délicat, mais je vais me risquer voilà, à faire un peu de prévision, même si j'ai déjà un petit peu effleuré le sujet. Donc la croissance en 2023, elle va être faible, mais je pense que là, actuellement avec les chiffres qu'on a, le risque de récession est à peu près écarté. Donc je pense qu'on peut être à peu près affirmatif en disant qu'il n'y aura pas de récession, mais on est quand même sur une croissance qui est poussive. Donc la croissance structurelle française, le potentiel de croissance, comme on dit dans le jargon de l'économie française, il est autour de 1,5 à peu près. Donc voilà, j'ai mis environ 0,5%, je crois que le FMI prévoit 0,7 et l'INSEE doit être dans ces ordres de grandeur-là. Donc on va être sur une croissance
positive, ça ne fait à peu près aucun doute, mais qui est encore poussive, notamment parce que la consommation des ménages est à la peine. Hein. Le choc inflationniste rogne le pouvoir d'achat, les chiffres de consommation des ménages sont quand même pas très brillants. Et probablement en 2024, le scénario central, c'est qu'on revienne sur grosso modo la tendance de l'économie française. Donc j'ai mis évidemment environ parce que le chiffre exact, ce serait présomptueux de mettre un chiffre à la virgule près, mais on va être à peu près sur la croissance structurelle de l'économie française, 1,3, 1,5 dans ces eaux-là. Et je pense que voilà, pourquoi en 2024 on reviendrait à peu près sur ce trend de croissance? C'est parce que je pense que le choc inflationniste, comme je vous l'ai dit, il est en train de se dissiper. Alors en 2023, c'est encore poussif, il y a encore de l'inflation dans les tuyaux, mais en 2024, on va probablement revenir sur des taux d'inflation, on va dire, normaux, et ce qui va permettre à la consommation des ménages, qui avait été quand même bridée par le choc inflationniste, de repartir légèrement. Donc voilà, je pense qu'on va grosso modo en 2024 revenir sur les tendances de long terme de l'économie française. Sur l'inflation, donc sur l'ensemble de l'année, la courbe que je vous ai montrée, la courbe violette, elle va baisser, mais quand on fait la moyenne annuelle, en fait, l'inflation va rester élevée autour de 5%. En 2022, on était à 5,2%, et en fait, en 2023, le chiffre annuel, il ne va pas trop baisser, parce que tout le début d'année, on avait encore beaucoup d'inflation, on était un peu au-dessus de 6. Donc quand on va faire, si on prend une inflation mensuelle qui baisse sur l'ensemble de l'année, voilà, le chiffre annuel va rester assez élevé. Et je pense que sur 2024, comme je vous le disais, hein, quand on voit vraiment la lame de fond de l'ensemble des prix des matières premières qui se sont retournés, on va arriver, alors peut-être pas à 2%, la BCE a un objectif d'inflation de 2%, vu qu'il y a eu des prix indexés comme le SMIC par exemple. Voilà, il est possible que dès 2024, on ne retourne pas à 2%. Très franchement, ce n'est pas très grave. Hein. L'objectif de 2% de la BCE, il est assez arbitraire. Et il y a beaucoup d'économistes, et pas des moindres, Blanchard et autres, qui disent en fait on pourrait très bien avoir 3, voire 4%, ce ne serait pas si grave. Bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, on va retourner sur des taux d'inflation, à mon avis, beaucoup plus acceptables. Hein. Je dirais que tant qu'on est en dessous de 3% d'inflation, ça va. Parce que le 2% de la BCE, comme je le disais, c'est quelque chose qui s'est figé avec le temps. Tout le monde a dit 2% pendant 30 ans, donc maintenant tout le monde dit 2%. Mais c'est assez arbitraire. Et si je dis un petit mot de l'emploi, je pense que la très bonne dynamique qu'on a vue sur l'emploi va s'arrêter. Alors je pense pas que le chômage va repartir à la hausse sensiblement, mais comme je vous le disais, une bonne partie, alors une partie, c'est dur de quantifier, mais une partie des créations d'emplois sont dues au fait que la productivité a baissé. Et je pense, là je me mouille un petit peu, tout le monde ne serait peut-être pas d'accord, je pense que cette baisse de la productivité n'est pas durable, parce que comme je vous le disais, elle résulte beaucoup d'une baisse moyenne de l'expérience des employés, des salariés, qui à mon avis est un phénomène passager. Donc vu que la productivité du travail va probablement un peu remonter, ça va impacter un peu négativement les créations d'emplois. Donc voilà, il y aura un petit peu de croissance, probablement une hausse de la productivité du travail, ce qui fait que sur le marché de l'emploi, je pense qu'on sera plutôt sur une stagnation. Donc voilà, les courbes que je vais montrer qui augmentaient pour l'emploi et qui baissaient pour le chômage, je pense qu'elles vont plutôt rester globalement stables. Après, évidemment, voilà, vu qu'il y a cette évolution de la productivité du travail qui nous a un peu tous surpris, et on n'a pas vraiment d'expérience historique de baisse de la productivité du travail comme ça, donc c'est assez dur d'anticiper ce qui peut se passer. Et toutes ces prévisions, évidemment, sont assorties d'un risque latent, qui est notamment le risque géopolitique. Clairement, pour moi, la principale épée de Damoclès sur l'économie mondiale, c'est la Chine et Taïwan. Le président chinois dit depuis des années qu'il veut reprendre Taïwan, par la force, hein, il n'exclut pas d'envahir tout purement et simplement Taïwan. Si ça devait se produire, j'ai aucune idée de est-ce que ça va se produire, quand ça se produira, et je pense que même les meilleurs experts militaires que je ne suis pas n'en savent pas beaucoup plus. Si ça devait se produire, je pense que le choc économique serait, pour l'économie mondiale, hein, serait encore plus violent que la guerre en Ukraine. Et donc le contexte géopolitique est un petit peu un risque latent. Pendant 20 ans, moi je faisais du risque pays avant de travailler chez Asterès. Dans le risque pays, vous avez le risque politique et géopolitique. Les gens qui travaillaient sur la Chine ou même sur la Russie il y a quelques années,
Le risque géopolitique, bon, ok, il y a un risque, il y a quelques sanctions, etc. Mais c'était, j'ai presque envie de dire, un peu glissé sous le tapis. On ne prenait pas forcément très au sérieux. Et je crois que la guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses à ce niveau-là. Alors, je ne fais plus du risque pays maintenant, enfin plus directement, mais je pense que les économistes risque pays regardent de manière beaucoup plus attentive et accordent beaucoup plus d'importance au risque géopolitique, puisque on avait, depuis la chute de l'URSS, on avait un petit peu le mythe, parce qu'aujourd'hui on se rend un peu compte que c'était un mythe de la fin de l'histoire, pour reprendre l'expression consacrée, c'est-à-dire voilà, tous les pays vont rejoindre progressivement la mondialisation libérale, le commerce pacificateur. Il y avait cette expression qui disait que 2 pays qui ont des restaurants McDonald's ne peuvent pas se faire la guerre. Hein, c'est-à-dire que 2 pays qui sont intégrés dans la mondialisation n'ont pas intérêt à se faire la guerre parce qu'ils commercent entre eux. Et la guerre en Ukraine, malheureusement, nous a apporté un démenti formel de cette expression. Puisque d'un point de vue de la rationalité purement économique, envahir l'Ukraine de la part de la Russie, c'était complètement absurde. Ça n'avait aucun sens macroéconomique, et pourtant Poutine l'a fait. Envahir Taïwan pour la Chine, ça n'aurait aucun sens économique, ce serait un suicide économique. Et c'est pas pour ça que Xi Jinping va pas le faire. Donc voilà, je crois que ce qui complique aujourd'hui beaucoup les prévisions à court terme, c'est cette incertitude géopolitique qui est une donnée nouvelle et sur laquelle nous autres économistes, nous n'avons malheureusement pas beaucoup de vision, parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour être dans la tête de Vladimir Poutine, de Xi Jinping ou d'un tel ou d'un tel. Donc il y a ce risque latent qu'il faut prendre en compte. À plus long terme, je pense qu'il y a le risque, évidemment climatique, comment nos économies vont s'adapter au changement climatique, mais ça, je pense que ce serait plutôt un point très important, mais si on raisonnait sur plusieurs décennies. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup parlé et il était prévu que je prenne quelques questions, donc je m'arrête tout de suite. Merci Sylvain. Donc pendant que la première question se prépare, je rappelle que Sylvain est membre du bureau du cabinet Alteres, donc collègue de Nicolas Bouzou. On peut prendre quelques questions et je vois qu'il y en a déjà 2. Donc je vais faire un transfert du micro. Ups. Merci beaucoup pour ces propos très très clairs. On perçoit une certaine fébrilité du côté du système bancaire, avec des rafales de mise en liquidation côté américain. Est-ce que ces incidents peuvent avoir pour vous un impact plus global sur l'économie ? Alors, je pense qu'aux États-Unis, peut-être un peu. En Europe, le gros établissement qui a eu un problème, c'était Crédit Suisse, mais ça, c'est plutôt un problème suisse. Les établissements bancaires français, globalement, n'ont pas été... Alors, leur cours boursier a baissé de manière momentanée, mais parce qu'il y a eu un petit mouvement de défiance. Donc, si j'avais centré mon propos sur les États-Unis, je pense qu'en effet, il peut y avoir un petit impact de cette crise bancaire sur la croissance américaine. À mon avis léger, parce que c'est quand même une crise bancaire qui a été circonscrite à quelques établissements. C'est pas l'ensemble des établissements financiers qui ont été touchés, qui diminuent la distribution du crédit. En France, je pense que l'impact, qu'en France ou même en Europe, en zone euro, l'impact me semble négligeable à ce stade. Après, il faut rester très prudent parce que les crises bancaires ont parfois le mauvais goût de rebondir un peu où on ne les attendait pas, dans les faiblesses qu'on n'avait pas forcément vues du système bancaire. Et le souvenir de la crise de 2008 doit nous rendre modestes sur ce genre de prévision. Mais je pense que, en fait, si on revient sur cette crise, l'idée c'est que, je n'ai pas détaillé, mais c'est la hausse des taux qui a fait baisser la valeur de certaines obligations, et certaines banques qui détenaient beaucoup d'obligations se sont retrouvées étranglées, si je caricature rapidement. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la hausse de taux peut être positive pour tout un tas de banques qui vont augmenter leur marge d'intermédiation bancaire. Rappelez-vous, quand il y avait les taux négatifs il y a quelques années, tout le monde disait c'est catastrophique pour les banques. Aujourd'hui, les taux augmentent et tout le monde dit c'est catastrophique pour les banques. Donc, à un moment, il faudrait se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est catastrophique pour les banques. Je suis un peu caricatural, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, à ce stade, avec toutes les réserves qu'il faut avoir, je ne suis pas particulièrement inquiet pour le système bancaire, la distribution du crédit en Europe. Et la faillite de Silicon Valley Bank et de quelques banques américaines, à ce stade, ne modifie pas mon scénario global pour l'économie française. Oui, de toute façon, il suffit de regarder les résultats des banques récents. Oui, ils sont plutôt bons, globalement. Donc, voire carrément plus que bons. Voire carrément bons. Oui, alors on peut essayer de sans micro. Est-ce que...
Je vous entends pas, désolé. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir votre regard sur l'inflation concernant la partie un peu structurelle qui va venir liée à la décarbonation de l'économie. Il y a aussi par exemple l'arrêt de l'AREN d'ici 2025. Apparemment le mégawattheure va passer de 42 à 59, des choses comme ça. Et puis les pénuries d'eau, peut-être sur les matières premières agricoles, ça peut aussi entraîner des problématiques. Vous l'avez abordé en fin de discours, mais je pense que c'est une dynamique. Non, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est un peu une nouvelle donnée qu'on a en économie, qui est la donnée, on va dire, écologique et climatique. Je ne sais pas comment l'appeler exactement. D'ailleurs, Jean Pisani-Ferry a fait un rapport hier que je n'ai pas eu le temps de lire en détail, que j'ai survolé. Et effectivement, il aborde, je crois, ce sujet de l'inflation, qui est que la transition énergétique risque d'être inflationniste, en tout cas dans un premier temps. Puisque si le prix de l'énergie augmente, s'il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits, c'est un risque inflationniste. C'est pour ça que c'est entre autres pour ça, c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement abordé, que j'ai pas forcément, je suis pas forcément convaincu que l'inflation va revenir entre 1,5 et 2% si on raisonne sur 10 ans, hein, comme elle l'était avant la crise sanitaire. Si on prend la période grosso modo 2010-2019, on avait entre 1 et 2% d'inflation. Il est possible que le nouvel équilibre d'inflation soit plus 2 ou 3 dans les 10-20 ans à venir. Ça, je l'exclus pas. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier un aspect qui, à mon avis, mais là je sais qu'il peut y avoir des accords entre économistes, à mon avis, une tendance puissamment déflationniste, c'est le vieillissement démographique. Alors, il y a eu tout un débat pendant longtemps, est-ce que le vieillissement est inflationniste ou déflationniste? Je pense que l'exemple japonais aujourd'hui a tranché cette question. Et donc, vous avez raison, il y a des éléments dans la transition énergétique, certaines pénuries, on parle de métaux rares dont le prix va probablement flamber, etc., qui peuvent être inflationnistes. Mais je pense que l'ensemble de nos pays, c'est vrai de la France, et encore plus d'autres pays, parce que la natalité en France est plutôt dynamique, le vieillissement démographique va être une tendance forte de ces prochaines décennies, et c'est une tendance déflationniste. Donc je pense que c'est très dur de dire quelle va être l'inflation des 10 ou 20 prochaines années, parce qu'on voit se dessiner plusieurs tendances, certaines, comme vous l'avez dit, plutôt inflationnistes, d'autres, à mon avis, mais encore une fois, d'autres économistes pourraient le contester, plutôt déflationnistes comme le vieillissement. Donc c'est très difficile, mais vous avez raison, c'est un sujet que les économistes se mettent à regarder de façon de plus en plus attentive. Donc, moi, je voudrais voir, si vous pouvez nous parler un petit peu, donc on avait l'argent valait zéro, on pouvait se fournir en cash facilement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, quel impact à la fois pour les ménages et pour les entreprises ou sur l'investissement du renchérissement de la fourniture de cash? Oui, alors c'est vrai que les taux ont augmenté, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la différence entre les taux nominaux et les taux réels. Donc quand vous regardez par exemple les taux de la Banque centrale, qui sont un peu l'étalon des taux, c'est vrai qu'ils ont beaucoup augmenté, mais si vous les ajustez de l'inflation, donc pour avoir le taux réel, en fait ils ont pas tant que ça augmenté, voire même baissé. Ça dépendrait des taux qu'on regarde, mais enfin, voire même baissé. Donc c'est vrai que les taux nominaux ont augmenté, les taux réels restent très bas. Par exemple, la dette française, on a un peu ce discours, les taux augmentent sur la dette française. Oui, les taux nominaux augmentent. Les taux réels, ils sont toujours négatifs. Donc voilà, je pense qu'à ce stade, le resserrement des conditions de crédit, si on l'ajuste de l'inflation, est quand même assez limité. Je pense que votre point pourrait plus se poser en 2023 ou 2024, c'est-à-dire un contexte où l'inflation baisserait, avec des taux qui resteraient élevés. La Banque centrale ne va pas diminuer instantanément ses taux parce qu'elle voudra vraiment s'assurer que l'inflation est sous contrôle. Et là, on pourrait avoir des taux réels qui, effectivement, augmenteraient assez sensiblement. Donc, je pense que vous avez on commence déjà à le voir sur l'immobilier, hein, la hausse des taux, mais je pense que c'est peut-être plus un sujet 2024 que 2023. Et donc, voilà. Et je pense que dans le contexte inflationniste actuel, il faut toujours faire attention à bien regarder le taux nominal et à mettre en rapport avec l'inflation pour calculer un taux réel. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai une. J'en ai une qui est, si on replace dans un contexte international, est-ce que vous voyez la même évolution, notamment aux États-Unis, puisqu'en fait, l'évolution de l'inflation aux États-Unis change la structure de taux aux États-Unis, mais mondialement, et donc on en est nécessairement impacté. Est-ce que vous voyez le même, entre guillemets, atterrissage de l'inflation aux US ?
Oui, alors en fait, les États-Unis sont rentrés un peu plus tôt que nous, on va dire 6 mois avant, dans le choc inflationniste, et sont en train d'en sortir 6 mois plus tôt. Si vous regardez l'inflation américaine, elle a quand même déjà beaucoup plus baissé qu'en France et qu'en Europe. Et alors encore une fois, quel va être le rythme? Est-ce qu'on va revenir plutôt sur des taux de 2% ou est-ce qu'on sera plutôt un peu au-dessus, notamment comme disait monsieur, parce qu'il y a des contraintes environnementales. Donc l'inflation américaine est clairement en train de baisser. Ce qu'il faut voir, alors, il y a une différence en fait. D'habitude, on s'en fiche complètement, mais là c'est important. C'est que l'inflation américaine et française n'est pas calculée de la même façon, quoi, pas exactement. C'est-à-dire que les Américains mettent dans leur inflation ce qu'on appelle les loyers imputés. Alors là, je vais pas aller trop loin, mais c'est un peu du jargon. Mais en gros, quand vous êtes propriétaire, la comptabilité nationale considère que vous payez un loyer à vous-même. Les États-Unis prennent ce prix du loyer dans l'inflation et nous pas. Ce qui fait qu'il y a plus d'inertie dans l'inflation américaine. Mais en fait, et donc en fait, la question un peu sur l'inflation américaine, et Paul Krugman, un économiste que j'aime beaucoup, en parle beaucoup, c'est en fait qu'est-ce qu'il faut regarder dans cette inflation pour essayer de la prévoir. Et en fait, quand on enlève cet effet des loyers imputés qui donnent de l'inertie à l'inflation, ben en fait, on voit que la baisse est quand même nettement plus forte. Donc je pense que comme je vous le disais, le scénario que j'ai décrit pour la France me semble grosso modo être la tendance des pays occidentaux. Je pense que les États-Unis sont plutôt un petit peu en avance de 3 à 6 mois que nous sur ce cycle. Et non, l'inquiétude actuellement aux États-Unis, c'est plus le plafond de la dette qui commence à devenir très sérieux. J'espère que ça ne va pas dégénérer, mais je sais que si vous regardez les primes de risque sur la dette publique, elles commencent à augmenter aux États-Unis. Donc voilà, dans les 15 jours à venir, ça va être le gros sujet américain plus que l'inflation, à mon avis. J'espère que ça ne va pas dégénérer, mais encore une fois, je complète ma question, je complète ma réponse, c'était pas trop votre question, mais je parlais, on a des épées de Damoclès politiques au-dessus de nos têtes. Là, c'est ça. Hein. Parce que les marchés financiers sont prêts à acheter la dette américaine, il n'y a aucun problème. C'est un blocage purement politique. Et donc, pour le traiter, il faut voir qu'est-ce qui est dans la tête du président Biden et je ne sais plus comment il s'appelle, le responsable républicain à la Chambre des représentants. Donc voilà, on a une nouvelle épée de Damoclès. Je pense que le plus probable, c'est qu'il trouve un compromis. Mais enfin, c'est quand même inquiétant de voir le poids des États-Unis et d'avoir ce type de blocage-là. Oh, on peut espérer qu'ils trouvent un compromis à moins une. On aura la réponse. Il y avait une dernière question. Oui, concernant la productivité, je voulais savoir si le télétravail, qui est apparu tout de même fortement, a un effet sur cette productivité, positive ou négative, s'il y a eu même aussi un effet d'apprentissage. Alors, c'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner, parce que cette baisse de la productivité, comme je disais, elle est encore pour partie d'énigme. C'est-à-dire qu'il y a encore les économistes se creusent encore un petit peu la cervelle pour se dire voilà, pourquoi la productivité a décroché. Alors, l'effet de l'apprentissage, et comme je l'ai expliqué, de la baisse du niveau moyen d'expérience, c'est un peu l'explication qui semble principale, la plus importante. Mais vous avez peut-être raison. Peut-être qu'en fait, le télétravail, les gens en télétravail seraient un peu moins productifs, ce qui pourrait expliquer cette baisse pour partie. Et donc, je n'ai malheureusement pas de réponse à vous donner à votre très bonne question. Et je pense que voilà, dans quelques années, avec le recul, on en saura plus. Il y a tout un tas d'études qui vont être faites ou qui sont en train d'être faites sur ces sujets-là. Mais c'est peut-être que vous tirez le bon fil. C'est possible. Merci Sylvain pour ce très bel éclairage. Et moi, Et en particulier, moi j'aime bien cette façon de regarder le verre à moitié plein et de regarder les indicateurs positifs plutôt que uniquement les indicateurs négatifs. Merci. Merci.